Oui, plusieurs mots sont observés en cette période d'Harmattan avec le professeur, le docteur Djibril Cissé, prémonitoire peut-être. Djibril Chérif, nous parlerons de ces maladies. On démarre tout de suite avec la grippe et sa définition. Oui, merci madame. La grippe, c'est une maladie virale qui est liée donc à un certain nombre de virus qui sont connus sur le vocable de virus influenza. Et ces virus-là s'attaquent à l'homme par la voie respiratoire. Donc c'est parce que quelqu'un qui est infecté va tousser à côté de vous, en moins d'1 mètre. S'il ne se protège pas, et si vous non plus, vous ne vous protégez pas, il vous infecte. Voilà. Donc ça, c'est la voie de transmission de la grippe. Et lorsque vous êtes contaminé, vous allez développer la maladie au bout de 24 à 48 heures après le contact infectieux. Et puis, vous commencez à développer la fièvre. Vous commencez également à tousser, à éternuer. Voilà. Donc, lorsque vous faites fièvre, toux, plus éternuement, c'est un syndrome grippal. Voilà. Ça, c'est concernant la grippe. La grippe. Je rappelle qu'on va parler de la grippe, de la méningite et de la rougeole, c'est cela? Alors, d'abord, avant d'arriver à la deuxième étape, là, est-ce qu'on peut faire une certaine classification au niveau des maladies infectieuses, des maladies allergènes, dues au fait d'allergènes? Il faut faire une classification par rapport à tout ce qui peut nous arriver dans cette période d'Harmattan, là? Oui. Au cours de l'Harmattan, il faudrait dire qu'il y a 2 grands groupes de maladies qui peuvent être contractées. Il y a des maladies qui sont d'origine allergique. Parce que dans l'air qui circule, il peut y avoir des grains de pollen, il peut y avoir même de la poussière. Et il y a des personnes qui font des réactions à ces éléments-là. De façon biologique. Donc, ces personnes-là vont contracter ce qu'on appelle des allergies. L'une des formes les plus connues, il y a la rhinite des foins, il y a l'asthme. Voilà. Et à côté de ces maladies-là, il y a les maladies infectieuses. Et au niveau de ces maladies infectieuses-là, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont dues aux champignons, il y en a qui sont liées aux bactéries, il y en a qui sont liées aux parasites, et puis, il y en a qui sont liés au virus. Et les maladies qui sont liées, par exemple, aux bactéries, il y a la méningite. Et pour celles qui sont liées au virus, nous pourrons citer la rougeole et puis la grippe. Voilà. Alors, docteur, de tous ces facteurs de contamination ou favorisant ces maladies-là, comment cela se présente dans l'atmosphère ou dans les endroits où l'on peut contracter ces maladies-là? Bon. Pour les maladies d'origine infectieuse, il faut dire que ces maladies-là sont favorisées par la promiscuité. Voilà. Et ce sont des maladies qui sont transmises d'homme à homme, pour la plupart. À part la grippe, qui a une variante qui est liée du fait que l'homme a une grande promiscuité avec certains animaux, dont la forme la plus connue, c'est la grippe d'origine aviaire. Mais ici, dans cette période d'Harmattan-là, la grippe qui est contractée, c'est une grippe qui est d'homme à homme. C'est quelqu'un qui est porteur du virus, qui fait la maladie, et parce qu'il tousse ou il éternue à côté de vous, il vous transmet la maladie. Docteur, comment un asthmatique doit entrer dans la période de l'Harmattan? Avec quelle armure, quel bouclier? Bon, pour ce qui concerne l'asthme, je ne suis pas un spécialiste du domaine puisque moi, je traite des maladies infectieuses. C'est des maladies qui sont aiguës. L'asthme a une autre caractéristique, c'est une maladie, comme j'ai dit, liée à un allergène. Donc, il y a des personnes qui sont beaucoup plus outillées que moi pour en parler. Mais je pourrais dire que dans tous les cas, il faudrait prendre un certain nombre de mesures. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir être couvert. Vous devez, demeurer au chaud. Vous devez reconnaître quels sont les allergènes auxquels vous êtes sensible. Tout à fait. Et vous en éloigner. Par exemple, si vous avez beaucoup de toiles d'araignée chez vous, au cours de cette période, il faut pouvoir les nettoyer, parce qu'il y a des personnes qui font des allergies. Les tapis, le chat. Voilà, à ces éléments-là. Donc, il faut pouvoir les reconnaître et s'en éloigner. Parce que, en fait, la période d'Harmattan, quel est le problème? L'air que nous respirons est de plus en plus
sec. Et cet air-là va agresser les voies aériennes. Donc, fragiliser les petits vaisseaux qui sont au niveau du nez, qui constitueront donc des portes d'entrée pour certain nombre d'affections. Donc, cela va soit amplifier des affections qui sont déjà existantes ou bien ce qu'on appelle les faire naître. Alors, autre maladie à observer durant cette période d'harmattan, on a la méningite bactérienne. Comment elle se présente? Voilà, la méningite bactérienne ou méningite à méningocoque, comme nous l'appelons, parce que c'est la forme qui est épidémiogène, c'est-à-dire qui entraîne des épidémies. C'est une bactérie qui est également contenue dans l'air, parce que des personnes qui sont porteuses de ce microbe-là vont cracher dans ce qu'on appelle sur le sol avec la poussière. La bactérie va se mélanger à la poussière. Donc, lorsque soit un véhicule, bien bon, en fait, par l'effet du vent ou ce qu'on appelle de façon mécanique, lorsque cette poussière va s'élever, si la bactérie est à l'intérieur, vous pouvez la respirer. Également, c'est comme la grippe. Si quelqu'un est porteur de cette bactérie-là et qui tousse à côté de vous à moins d'1 mètre et que vous inhalez la salive ou les gouttelettes qui sortent de sa bouche, vous vous contaminez. Ça, on le fait fréquemment. Hein. Lorsqu'on se parle, j'ai vu votre mimique, mais lorsqu'on se parle, ou bien quelqu'un qui est à côté de vous, il tousse, vous lui dites à vos souhaits, tout n'est pas... voilà. Vous exaucez ses souhaits. Voilà. Donc, souvent, lorsque quelqu'un éternue, il faudrait que la personne même puisse avoir une hygiène, ce qu'on appelle une hygiène de la toux, ou ce qu'on appelle de l'éternuement. Il faut pouvoir se protéger. Oui. Mais quand la personne ne se protège pas, il ne faut pas vous aussi avoir honte de vous protéger. Voilà, vous prenez ce qu'on appelle un mouchoir, vous couvrez le visage. Voilà, ça ne doit pas frustrer parce qu'il faut se protéger. Voilà. Alors, soit dit en passant, vous avez parlé de méningite. C'est la méningite, c'est la même cérébrospinale aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle la méningite cérébrospinale. Ouais. Alors, autre maladie, aujourd'hui, nous allons parler de la rougeole. La rougeole. Oui. Ça aussi, ça fait fureur pendant l'harmattan. Voilà, oui, la rougeole a une caractéristique, c'est qu'elle est vue rarement chez les personnes adultes. Sous nos tropiques ici, la rougeole atteint de façon beaucoup plus spécifique les enfants de ce qu'on appelle jusqu'à 14 ans. Donc ça, c'est la population qui est la plus susceptible de contracter cette maladie-là. Et la rougeole également est une maladie virale. Voilà. Elle se transmet comme les deux autres du fait de la promiscuité. Les enfants jouent ensemble. Cette période-là, comme je vous l'ai dit, les voies aériennes sont fragilisées. Donc, quand un enfant est porteur de ce virus-là et qu'il éternue, en ce moment-là également, l'enfant peut contracter la rougeole. Donc, il y a la fièvre, il y a également ce qu'on appelle le nez qui coule, et puis il y a des boutons qui apparaissent sur le corps depuis la tête et qui s'étendent progressivement aux autres parties du corps. Voilà. Comment il faut reconnaître cette maladie. Mais docteur, là, vous nous libellez ici le mode de contraction et la manière dont cela se présente. Voilà. Mais on a des complications et des séquelles dues à ces maladies-là, notamment avec la rougeole. C'est quoi? Oui, au niveau de la rougeole, ce sont les pneumonies. Parce qu'en fait, toutes ces maladies-là, la sphère, c'est les bronches et les poumons. Donc, il peut avoir un effet très grave au niveau des bronches. Nous allons parler de bronchite. Il peut avoir également une atteinte du poumon lui-même. On parle de pneumonie. Voilà. Ensuite, dans certains cas de rougeole, l'enfant peut avoir une exophthalmie, c'est-à-dire l'œil qui peut sortir de l'orbite. Et puis la complication la plus grave de toutes ces maladies-là, c'est la mort. Ouais. Alors, docteur, si ce n'est pas traité. Si ce n'est pas traité. Ça fait peur, mais le but, n'est-ce pas de vous faire peur, très cher téléspectateurs, c'est de prendre des dispositions. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans notre environnement qui peut favoriser toutes ces maladies-là? Parce que quand on dit l'harmattan, c'est pas seulement, c'est aussi un environnement, un feeling, tout ce qu'il y a autour de nous, des habitudes à avoir, puisque nous vivons en société. Vous, les épidémiologistes, qu'est-ce que vous préconisez? D'accord. Bon, pour qu'il y ait ces maladies-là, il faudrait d'abord qu'il y ait ces microbes-là dans l'environnement. Et chez nous, ces microbes sont dans l'environnement. Il faudrait que le cadre soit favorable, l'harmattan. Et puis, il faudrait qu'il y ait des personnes qui soient
susceptibles de développer la maladie. Donc, ici, par exemple, nous appelons les personnes à pouvoir se préserver. Comment le faire? C'est d'abord, toutes ces maladies-là ont des vaccins. Donc, il faudrait pouvoir se faire vacciner. Donc, par exemple, pour la grippe, c'est un vaccin qu'on fait chaque année. Donc, une dose chaque année. Et il est recommandé que cette dose-là puisse se faire avant la période de l'harmattan. Parce que souvent, les gens attendent lorsque nous sommes en pleine période d'harmattan pour aller le faire, ou bien lorsqu'ils doivent voyager à 2 jours du voyage pour faire le vaccin. Non, il faut pouvoir faire le vaccin bien avant ce que vous voulez faire, ou pendant une période, ce qu'on appelle à risque déterminé. Donc, pour la grippe, par exemple, avant la période de l'harmattan, c'est-à-dire octobre, au plus tard novembre, vous faites votre vaccin et puis vous rentrez dans la période. Pour la méningite, c'est une dose tous les 3 ans. Pour la rougeole, c'est à 9 mois de la naissance, vous faites une dose. Lorsque l'enfant va à l'école, il fait une autre dose et puis bon, il est protégé. Mais de temps en temps, il y a des campagnes de vaccination qui sont faites pour rattraper les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Parce que le but du vaccin, c'est de pouvoir protéger une grande partie de la population afin de pouvoir prémunir éventuellement peut-être d'autres personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors justement, dans notre démarche préventive et de conseil, avec le vaccin, on est protégé, donc on ne contracte pas la maladie si on est vacciné, ou on peut être encore exposé quand même. Le vaccin, il est efficace. Voilà. Mais quand on parle d'efficacité, il y a des conditions qui peuvent être liées à la physiologie même de la personne ou bien même à des maladies existantes que la personne peut avoir, qui va faire que pour un vaccin qui est efficace, il y a 5% de la population qui sera vaccinée qui ne sera pas protégé. C'est pourquoi on dit souvent des vaccins, il est efficace à 95%, il est efficace à 85%. Voilà. Mais plus une masse critique est vaccinée, si même vous êtes fait vacciner, que pour vous, le vaccin n'est pas efficace, mais parce que votre entourage a été vacciné comme vous et qui réagit bien à la vaccination, il va sans dire que personne ne pourra vous contaminer. Mais si vous avez fait votre vaccin et il se trouve que vous faites partie de ces 5%-là qui ont ce problème avec le vaccin, et que si dans votre entourage, les zones ne sont pas vaccinées, il va sans dire que si quelqu'un fait la maladie, il va vous contaminer et vous direz que le vaccin n'est pas efficace. Non, le vaccin, il est efficace, mais pour vous, du fait de certaines conditions que vous avez, ce vaccin-là peut ne pas marcher dans votre cas. Question, est-ce que les vaccins que nous avons en Côte d'Ivoire sont fiables à 100%? Est-ce que vous pouvez certifier ça en face ici? Je regarde quelle caméra? C'est là. C'est là. La caméra, oui, et donc je regarde tous les Ivoiriens ce matin pour leur dire que les vaccins qui sont faits à l'Institut national d'hygiène publique et distribués dans le réseau des hôpitaux sont fiables. À combien de pourcents? Puisque vous avez parlé de pourcentage. Non, la fiabilité, je vous dis à 100%. Maintenant, l'efficacité, c'est autre chose. En fonction de la physionomie. Il y a la fiabilité et puis il y a l'efficacité. Comment se fait, comment ça s'organise? C'est une bonne occasion pour connaître un peu le circuit de vaccination. Quand le produit arrive, comment il est sécurisé, conditionné, avec notre climat assez particulier. Comment ça se passe? Voilà. Il y a des produits qui ont absolument besoin de ce qu'on appelle une chaîne de froid. Voilà. Donc, ces produits-là, depuis le fabricant jusqu'au client, il est maintenu dans ce qu'on appelle une chaîne de froid. C'est pourquoi quand vous allez certaines fois vous faire vacciner, vous voyez qu'il y a des plaquettes de glace qui sont là. Même au moment où on vous pique, on retire ça de la plaquette de glace, on prélève en fonction du conditionnement, s'il y a plusieurs doses dedans, mais si c'est une seule dose, vous allez voir que l'infirmier va sortir de la plaquette de glace et puis va vous faire l'injection. Parce que ce vaccin-là ne doit pas quitter ce qu'on appelle la chaîne de froid. Maintenant, il y a des vaccins, comme celui de la méningite, qui n'a pas besoin d'être... Pardon, j'ai dit celui de la méningite. Celui, par exemple, de... la rougeole. De l'hépatite, voilà.
qui souvent peut, je appelle, s'accommoder de choses comme quelle hépatite A? Hépatite B. Hépatite B. Donc, mais il y a un certain nombre de vaccins pour lesquels il faut une chaîne de froid qui soit rigoureuse. Ouais, voilà. Voilà pourquoi vous avez parlé de certification au niveau de l'Institut voilà. de Donc, l'hygiène au niveau publique. de l'Institut d'hygiène publique, nous garantissons toutes ces chaînes-là. Donc, il y a des spécialistes qui s'occupent de ces questions-là, de chaîne de froid, de rupture de la chaîne de froid. Parce que si, à notre niveau, nous constatons par exemple qu'il y a une rupture au niveau de cette chaîne de froid-là, il va sans dire que ces vaccins-là seront sortis du circuit. Parce qu'il y a des vaccins pour lesquels il y a une étiquette là-dessus. Donc, dès que la chaîne de froid n'est pas respectée, cette étiquette-là vit. Donc, une fois que l'étiquette vit, je qu'on appelle... Alors, docteur, très important également, comment ça se passe au niveau des vaccins et aussi de l'Institut national d'hygiène publique? Parce que ce n'est pas toujours qu'on a la chance de vous avoir ici. L'harmattan, les maladies, là, ce n'est pas seulement par rapport à l'harmattan. Il y a l'harmattan et puis il y a des habitudes, les restaurants, les endroits où il y a une forte concentration humaine. Là. Comment vous faites pour vérifier que tout est bien, pour sécuriser la santé des Ivoiriens là-bas? Est-ce que vous avez des moyens au niveau des restaurants? Des restaurants et tous les endroits où il y a une forte concentration humaine. Un regard sur la typhoïde, par exemple. Bon, les femmes qui vendent au marché et tout ça, est-ce que vous avez des appareils pour vérifier la toxicité de ce qu'elles vendent? Oui. Bon, je vous dis que à l'Institut national d'hygiène publique, nous sommes nombreux. Moi, ma spécialité, je suis épidémiologiste. Mais bon, comme vous posez la question, je ne suis pas spécialiste. Vous représentez l'équipe, donc de ces domaines-là. Bon, mais je vais me faire fort de vous répondre. Bon, en fait, au niveau de l'Institut national d'hygiène publique, il y a un service qui est chargé, le service d'hygiène, qui est chargé de contrôler l'hygiène au niveau des restaurants. Donc, si vous faites attention, lorsque vous rentrez dans certains restaurants, vous allez voir ce qu'on appelle un certificat qui dit que l'Institut national d'hygiène publique est passé dans cet établissement-là et qui certifie que les pratiques là-bas sont conformes aux normes d'hygiène. Ça, il y a un service là-bas qui s'occupe de cela. Et cela est fait à quelle fréquence? Je pense que cela est fait de façon annuelle. Voilà. Et est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui pour sécuriser la santé au niveau des Ivoiriens, au niveau global, au niveau de la santé publique? Bon. Est-ce que vous avez les moyens? Parce que nous sommes en 2020, il y a de nouvelles pathologies, il y a des modes de transmission insoupçonnés. Est-ce que vous faites face à ça? Vous avez les moyens, docteur? Chez nous, en épidémiologie, quand on parle de moyens, il est multiforme. Quand il y a le moyen, il peut être financier, il peut être matériel, il peut être humain. On parle de tous les moyens. Et dans toutes ces formes-là. Voilà. Est-ce que vous avez? Au plan humain, nous avons des experts qui sont bien formés, qui sont outillés, qui ont fait face à plusieurs épidémies au niveau de la Côte d'Ivoire et qui l'ont bien géré. Il y a beaucoup qui vont à l'étranger aussi parce qu'ils n'ont pas de moyens ici pour travailler. Ça, c'est un moyen financier. Bah oui. Mais je vous parle maintenant au niveau de la Côte d'Ivoire, les ressources que nous avons. Donc, nous, malgré ceux qui partent à l'étranger, il y a encore nous qui sommes là. Qui sont formés. Pour ne pas partir, vous avez besoin de quoi comme moyen? Allez-nous directement au but. Vous avez besoin de quel moyen? Parce qu'on entend parler de beaucoup d'évacuations au niveau international. Maintenant, moi, je suis au centre des opérations d'urgence. Voilà, donc nous sommes chargés de faire face aux urgences. Donc, il y a... De plus en plus, les gens vont à l'étranger quand il y a les urgences. Ça ne vous choque pas? Ça ne vous frustre pas, docteur? De plus en plus que les gens partent à l'étranger, comme si ici, il n'y avait pas de... Comme si le plateau n'était pas adéquat pour maintenir la santé? Non, comme je l'ai dit tantôt, moi, je ne suis pas clinicien. Voilà, je ne suis pas clinicien. Moi, je gère la politique au niveau de la population. C'est-à-dire, je réfléchis de telle sorte que vous ne transmettez pas une maladie à monsieur. Et si cela se fait, il faut éviter que je puisse briser ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Ça, on a compris, docteur. Ça, on a compris. Mais dans votre travail, là, dans votre travail habituel, vous êtes... Oui, j'en viens. Du regard que vous avez sur les autres corps de métier. Si monsieur prend ce qu'on appelle son avion et qui va aller se faire soigner à l'étranger, ça, c'est un autre cas. Vous, le spécialiste, vous, le puriste, est-ce que ça ne vous frustre pas que de plus en plus, il y a des évacuations sanitaires, alors que vous avez dit, il y a des spécialistes ici? Bien formés. Si ça vous
choc, quels moyens vous aimeriez avoir, que ce soit humain ou financier, pour que vraiment vous puissiez être à l'aise? Oui, ça c'est un débat qu'il faudrait qu'on puisse porter. Non, ça peut commencer aujourd'hui, tout de suite là. C'est un débat qu'il faudrait porter à un certain niveau. Échelle. Voilà, afin que nous puissions réfléchir ensemble. Parce que ce n'est pas moi ici qui pourrais trouver cette solution-là, mais il faudrait qu'il y ait une réflexion globale pour que nous puissions apporter des solutions. Le débat est donc ouvert. Hein. Et la solution globale commence beaucoup par des conversations comme ça. Ça peut changer aussi des choses parce que les Ivoiriens ont besoin de savoir et d'avoir énormément de moyens, surtout quand il s'agit de la santé. Merci beaucoup à vous, Dr Djibril Cherif. Merci d'être resté en notre compagnie, mesdames et messieurs. On vous souhaite une bonne journée ou un très bon après-midi si vous nous regardez au cœur de l'après-midi. Matin Bonheur, Union, Discipline, Vérité. Bonne journée.